Bonjour à tous, nous sommes le 4 avril 2024, toujours à Hong Kong, et là dans le magnifique jardin botanique de Hong Kong. Et aujourd'hui nous allons parler à nouveau du Xinjiang, plus en profondeur que la dernière fois, puisque suite à la vidéo que j'ai faite sur les attaques terroristes du Crocus à Moscou, certains d'entre vous m'ont demandé d'approfondir un petit peu plus sur le Xinjiang. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Il y a beaucoup de matériaux disponibles, donc je pense que je vais étaler cela sur deux capsules. La première qui sera diffusée aujourd'hui et qui va commencer par un état des lieux du Xinjiang aujourd'hui, puisque dans les médias occidentaux on entend que de la désinformation, de la diffamation sur le gouvernement de Pékin. Alors, il faut voir que la réalité sur le terrain au Xinjiang est tout à fait autre. Donc on va commencer par cela aujourd'hui et dans la capsule suivante on entrera dans le détail du terrorisme, du radicalisme musulman et de la, on va dire de la politique que Pékin a déroulée depuis quelques années pour y mettre fin. Alors d'abord le Xinjiang aujourd'hui en termes de contribution économique à l'économie chinoise, c'est un des géants de ces dernières années. C'est une province qui, alors il est vrai qu'elle part de loin, mais qui depuis 5 ou 6 ans a une croissance de l'ordre de 7 à 10% par an. Cela est dû principalement à ses exportations, puisque c'est un territoire immense, qui est grand comme 3 fois la France, peuplé de plusieurs dizaines de millions. Je crois que c'est entre 30 et 40 millions de personnes, principalement des Han, mais également on verra des Ouïghours de l'ordre de 11 millions. Ces exportations vers l'étranger, c'est-à-dire on ne parle même pas on va dire des exportations de province à province entre le Xinjiang et le reste de la Chine qui sont des sommes colossales, mais envers l'étranger, c'est-à-dire les 8 pays avec lesquels le Xinjiang a une frontière. Cela se monte à plus de 35 milliards de dollars annuels, donc c'est tout à fait colossal, et on reviendra un petit peu plus tard sur la nature de ces exportations. Alors ces exportations, par où est-ce qu'elles passent? C'est le fruit d'un travail de l'administration à Pékin qui depuis quelques années a dépensé des sommes colossales pour développer des infrastructures qui permettent un développement de l'économie. Donc d'abord des routes, des chemins de fer, des aéroports, mais également des zones économiques spéciales. Ces zones économiques spéciales, il y en a 3 au Xinjiang. Il y en a une à Urumqi, la capitale de la province, donc il y a une partie de la ville de Urumqi qui a été identifiée comme zone économique spéciale. Il y en a une au sud du Xinjiang à Kashgar et une au nord à Korgos. En plus de ces 3 zones économiques spéciales qui ont des avantages fiscaux et des choses comme ça, il y a une douzaine de ports francs terrestres qui sont des zones frontalières, des villes frontalières qui ont des avantages spéciaux pour commercer avec les pays environnants. Et comme je le répète, il y a 8 pays environnants avec le Xinjiang qui commercent avec le Xinjiang depuis des centaines d'années. Alors ces zones économiques spéciales permettent un développement, mais également il faut voir que l'attractivité de la province a été bien améliorée par les mesures qui ont été prises à Pékin, et notamment le tourisme, puisque depuis que le calme est revenu au Xinjiang, c'est environ 200 millions de touristes, principalement chinois, qui se rendent au Xinjiang chaque année. Donc c'est colossal en nombre évidemment. Et il y a également des touristes étrangers, nord-américains, européens, et cela en dépit de la propagande médiatique très négative envers la Chine et évidemment envers le Xinjiang, puisque si on écoute les médias occidentaux, le Xinjiang serait une sorte de camp de concentration à ciel ouvert. Cette économie florissante se basait avant les réformes, se basait sur principalement des produits agricoles. Le Xinjiang est une terre très fertile, même s'il y a des immenses parties de cette province qui sont des terres hostiles, désertiques et montagneuses, on ne peut rien faire, mais enfin il reste encore énormément de place pour une agriculture qui va du coton, les fruits, les légumes, la viande, évidemment le mouton,
qui sont exportés dans toute la Chine et les régions environnantes. Et depuis, on va dire, une vingtaine d'années, Pékin, qui justement a compris que la pauvreté était un terreau à la radicalisation islamiste, on est passé à une industrie donc de produits de petite électrique, et puis ensuite de produits électroniques, ensuite l'industrie automobile, où il y a même des marques occidentales, comme je pense notamment à Volkswagen, qui ont installé des usines là-bas. Et ces marques occidentales sont sous de très très forte pression des ONG et des chancelleries occidentales pour ne plus travailler au Xinjiang, pour dénoncer ce qui serait soi-disant de l'esclavage dans les usines. Alors c'est totalement absurde. On imagine bien que dans les usines Volkswagen, il n'y a pas d'esclavage ni en Chine ni ailleurs. Enfin bon, c'est on va dire le battage médiatique auquel les sociétés occidentales doivent faire face pour continuer à travailler au Xinjiang. Il y en a certaines qui le font encore, donc il faut saluer leur courage, parce que c'est pas facile avec ce battage médiatique incessant. Et enfin, on va dire vraiment dans les 5-6 dernières années, il y a eu un développement, là encore par Pékin, des nouvelles technologies, des technologies vertes, de la finance, de toutes sortes d'industries qui sont vraiment qui ont été installées au Xinjiang pour tirer vers le haut la croissance. Et ça a donné lieu à l'installation énormément de gens qui viennent de partout en Chine s'installer au Xinjiang, parce que c'est devenu vraiment une espèce de nouvel Eldorado. On pense un peu, le Xinjiang aujourd'hui, ce serait un peu Shenzhen au début des années 80. Voilà. Alors évidemment, d'un point de vue géopolitique, le Xinjiang est idéalement placé sur le chemin des nouvelles routes de la soie, ce qui était le cas déjà ancestralement sur les routes de la soie, puisque le Xinjiang était le lieu de passage et le lieu d'arrêt, donc ces caravansérails qui étaient le long de la route de la soie pour les caravanes qui allaient vers l'Europe. Aujourd'hui, c'est de nouveau le cas, avec plus de 6000 trains de marchandises qui passent chaque année par le Xinjiang, par Urumqi, qui s'arrêtent en route vers l'Europe et qui s'arrêtent dans toutes les capitales de l'Europe centrale. Donc les routes de la soie, c'est un projet qui est géoéconomique et géopolitique, et le Xinjiang est idéalement placé à tel point que on entend parler, alors ce serait encore des rumeurs pour l'instant, mais à voir dans le futur, que Urumqi pourrait devenir une sorte de capitale de retrait, puisque elle est éloignée de la mer et elle est vraiment idéalement protégée dans le centre des terres. Voilà, donc cette croissance entre 7 et 10% depuis 5-6 ans, il faut se poser la question, pourquoi est-ce que depuis 2019, tout d'un coup, le Xinjiang a pu se développer de cette façon assez stratosphérique? Eh bien, c'est parce que c'est 2019, on va dire, c'est la fin de la campagne d'éradication du radicalisme musulman au Xinjiang. Une campagne qui avait démarré en 2014, donc une campagne qui a duré 5 ans, et qui a fait suite à une trentaine d'années de terrorisme dont on a très peu entendu parler dans les médias occidentaux en Occident, mais de la même façon qu'on n'a pas entendu parler du Donbass avant l'opération spéciale russe, qui avait commencé en 2014 jusqu'en 2022. Presque personne ne savait ce qui se passait au Donbass, ni même où était le Donbass. Et en fait, c'était la même chose au Xinjiang. C'était un état de chaos quasi généralisé, avec la possibilité pour la Chine tout simplement de perdre sa souveraineté sur cette province. Et ce terrorisme, alors, qui a été instrumentalisé aux mains de musulmans pour nous faire croire que c'était des revendications locales d'indépendance et de liberté, c'était évidemment, comme toujours, le fruit d'un travail insidieux de termites des agences de renseignement anglo-américaines, CIA, MI6, de la même façon qu'ils l'avaient fait au Tibet depuis les années 50. Mais ça, ce sera l'objet de notre prochaine capsule, où j'entrerai vraiment dans le détail de cette campagne de terrorisme au Xinjiang. Alors la fin de la campagne de déradicalisation au Xinjiang, elle est importante parce que ça a été le moment où la Chine a fermé toutes ces écoles de déradicalisation, ces écoles de langue, ces écoles professionnelles, parfois ces centres de détention, puisque évidemment, effectivement, il y avait, comme je le disais, du terrorisme. Et donc ce sont des immenses infrastructures qui avaient été créées donc en 2014 pour déradicaliser une partie de la population qui, il faut bien le rappeler, vivait auparavant dans les campagnes. Alors dans les campagnes, avec la porosité des frontières avec l'Afghanistan, l'existence du corridor de Wuhan qui permet assez facilement de passer de l'Afghanistan à la Chine,
on va dire que les formateurs en guérilla, en terrorisme et en islam radical pouvaient passer très, très facilement en Chine et ensuite aller radicaliser des petits villages comme ça sans que la Chine ne sache absolument ce qui se passait sur son territoire. Donc ce que la Chine a fait, c'est que quand elle était en présence de zones radicalisées, elle a fait venir les gens en ville pour les faire travailler, pour leur apprendre le chinois, parce que c'est des gens qui ne parlaient même pas chinois alors qu'ils sont citoyens chinois, pour leur apprendre un islam non radical, donc un islam compatible avec la Chine, et leur apprendre un métier, puisque c'est des gens qui étaient principalement des paysans, leur apprendre un métier et surtout leur donner un métier à la fin de ces formations. Donc ces immenses infrastructures que la Chine a créées de toutes pièces pour mettre fin à la radicalisation de sa population, c'est quelque chose qui a été utilisé, on va dire instrumentalisé par les médias occidentaux pour nous dire c'est des camps de concentration, sans évidemment apporter aucune preuve, à part quelques photos satellites, dont je vois pas comment à 35 km d'altitude on peut savoir ce qui se passe dans un bâtiment. Mais bon, comme on le sait dans les médias occidentaux, souvent il n'y a pas besoin de plus que ça pour lancer une campagne de désinformation. Et ce qu'il faut voir, donc, c'est que ces immenses infrastructures qui en fait étaient des écoles, des dortoirs, des usines, des réfectoires, c'est exactement ce que la Chine a fait partout sur sa zone côtière depuis les années 70-80, quand elle a lancé sa campagne de modernisation économique, où là aussi il a fallu faire venir des gens des campagnes, parce que la Chine était jusque dans les années 80 un pays principalement agraire, donc sortir les gens des campagnes, les faire venir en ville, les faire travailler. Mais là, quand c'était les zones côtières, dans des usines qui travaillaient pour des grandes marques occidentales, là ça ne posait problème à personne. Donc, sortie de la campagne, donner un emploi, et ensuite, une fois qu'on a été déradicalisé, il a fallu s'assurer que les lieux de culte ne redeviennent pas là aussi des endroits de radicalisation. Donc ce qui a été fait là, c'est que la Chine a installé des caméras dans toutes les mosquées pour surveiller les prêches. C'est quelque chose, j'ai appris, qui a été fait également en Russie, et c'est quelque chose, on se demande pourquoi ça n'a pas été fait en Occident, puisqu'on a des imams radicaux qui viennent prêcher de façon tout à fait illégale sur notre territoire, et on ne sait pas du tout ce qui s'y dit. Donc la Chine a dit que c'était hors de question, et la population ouïghour du Xinjiang a tout à fait accepté ces mesures, parce qu'il faut bien voir que l'élément déclencheur de la campagne de déradicalisation 2014 par la Chine a été accepté par la population ouïghour suite à l'assassinat d'un imam modéré à Urumqi en 2014. Et cet imam prêchait pour la réconciliation entre les communautés. Et c'était évidemment un danger pour les manipulateurs anglo-américains, donc il a été assassiné. Et à partir de cet assassinat-là, la population ouïghour au Xinjiang a accepté que Pékin on va dire, reprenne en main et sécurise le territoire. Donc des caméras dans toutes les mosquées, l'enregistrement des prêches pour s'assurer que ça ne reviendra pas. Une fois que la radicalisation, on va dire religieuse, a été maîtrisée, la Chine s'est retrouvée, on va dire, accusée de toutes sortes d'autres maux par les médias occidentaux. Notamment, on nous parle de stérilisation forcée des femmes, de génocide ou de génocide culturel sur la population ouïghour. Alors là encore, il s'agit d'accusations tout à fait fantasques, sans aucune preuve, à part quelques témoignages de dissidents ouïghours, qui d'ailleurs datent de la période Tiananmen eux aussi, qui sont partis aux États-Unis, en Allemagne, et qui travaillent pour le National Endowment for Democracy, qui travaillent même pour l'armée américaine dans des centres à Guantanamo. Enfin, on reviendra là-dessus, ça aussi ce sera dans la prochaine capsule. Et ces personnes-là, donc, on nous dit, bah voilà, il y a 5 ou 6 personnes, 5 ou 6 dissidents, toujours les mêmes, qui racontent sur les plateaux de télévision toutes les horreurs sur la Chine sans apporter aucune preuve. La stérilisation des femmes et le génocide, c'est difficile à expliquer quand on sait que la population ouïghour est passée de 5,5 millions il y a une quarantaine d'années à 11 millions, presque 12 millions en 2022, 11 millions au recensement de 2020 et presque 12 millions actuellement. Donc il y a une multiplication par 2 de la population. Et savoir également que pendant 40 ans, pendant lesquels la population Han, donc l'ethnie majoritaire en Chine, était elle soumise à la politique de l'enfant unique, donc chaque famille un seul enfant,
les minorités ethniques en Chine, et il y en a 55, n'ont pas été soumises à cette mesure. Donc ce qu'on voit dans les familles ouïghours, ce sont des fratries de 5-6 enfants, parce que les groupes, d'abord le Xinjiang est une région autonome en Chine, et donc il y a des facilités que n'a pas l'ethnie Han en Chine. Donc on voit là aussi que les campagnes de stérilisation et les accusations de génocide sont complètement fantasques, elles ne se vérifient pas sur le terrain. Ensuite, bon, quand on sort ces arguments-là, les médias occidentaux changent de braquet, disent c'est pas un génocide, mais c'est un génocide culturel. Alors là aussi, il faut aller voir sur place, puisque maintenant, depuis décembre dernier, un certain nombre de pays européens, les citoyens de pays européens n'ont plus besoin de visa pour aller en Chine. Il n'y a pas besoin de visa pour aller au Xinjiang. Donc, qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire que de venir vérifier par soi-même qu'il n'y a pas de génocide culturel au Xinjiang? Et c'est d'ailleurs ce qu'ont fait de multiples délégations européennes de gens de bonne volonté, notamment des grands sinologues allemands. C'est dommage, là encore une fois, on avait une très grande sinologie en France, mais ça vient pas de chez nous. Le travail d'investigation a été fait par des Allemands, des sinologues allemands qui sont allés sur le terrain, qui ont demandé à visiter des écoles, des prisons, et qui ont dit il n'y a absolument aucun génocide culturel, les enfants apprennent leur langue et le chinois en même temps, les prisonniers apprennent, leurs droits sont respectés, ils peuvent continuer à parler leur langue, donc il n'y a aucun génocide culturel là-dessus non plus. Et là, c'est quelque chose que chacun d'entre nous peut vérifier par soi-même. On peut aller au Xinjiang n'importe où sans visa. Il y a quelques zones dans lesquelles il faut un visa, parce que le Xinjiang, c'est aussi c'est un endroit stratégique pour la Chine, et notamment pour son programme nucléaire, pour son programme de défense. Donc il y a certaines zones pour lesquelles il faut demander un laissez-passer spécial, mais pour lequel on est contrôlé de façon tout à fait sporadique, et on ne se fait pas interdire l'accès à certaines zones. Donc là encore, vérifiez par vous-même quand vous lisez quelque chose dans les journaux. C'est facile de venir en Chine et vérifier que c'est complètement fantasque. Voilà, donc ces délégations dont je parlais, ces délégations de professeurs, ces délégations parfois de citoyens comme vous et moi. Je rappelle par exemple le livre de Maxime Vivas qui a été publié il y a quelques années déjà sur le Xinjiang, et qui lève le voile sur un certain nombre d'accusations complètement fantasques des médias français. C'est quelque chose qui a été également suivi par les autorités. Par exemple, il y a eu des délégations de l'Union européenne qui se sont rendues en Chine, il y a des délégations de l'ONU, notamment la haute commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, Michelle Bachelet, qui était présidente du Chili auparavant, et qui s'est rendue en Chine en 2022, justement pour une mission de reconnaissance en fait au Xinjiang, pour voir si toutes les horreurs qui étaient racontées se vérifiaient sur le terrain. Et il faut voir que son rapport qu'elle a rédigé ensuite a été modifié par les Nations Unies suite à des pressions de certaines chancelleries occidentales et certaines ONG, des pressions d'ONG. Et donc son rapport a été modifié sans son consentement, si bien qu'elle a refusé de le signer, ce qui est tout à fait inhabituel à l'ONU, qu'un haut commissaire en mission refuse de signer son propre rapport. Il y a eu la même chose avec des délégations de pays musulmans qui ont envoyé des délégations donc d'imams pour voir s'il y avait des fidèles qui étaient maltraités en Chine, et ils sont tous revenus avec des conclusions identiques en disant on n'a pas observé ce qu'on lit dans les médias occidentaux. Voilà à peu près pour aujourd'hui où on en est. La prochaine fois nous parlerons des raisons, d'abord des détails du terrorisme auquel la Chine a dû faire face dans les années 90 jusqu'à 2014, jusqu'à 2016 même, et ensuite les raisons pour lesquelles cette région est si importante pour l'hégémon anglo-américain de vouloir déstabiliser la Chine à cet endroit-là. Rappelez-vous, et je finirai là-dessus, que Xinjiang, c'est comme Ukraine, ça veut dire périphérie. Donc, je lèverai le voile sur cette petite anecdote. La prochaine fois, vous venez de compléter la moitié de votre doctorat sur le Xinjiang, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.